Passé. Alors on va parler évidemment de ces électro-hypersensibles et puis on se demandera s'il y a un vrai danger dans les ondes que nous utilisons. On va parler de ce dossier avec le réalisateur du film, Marc Kahn, et puis on va en débattre ensuite parce que les arguments s'affrontent avec le neurologue Jean-Pierre Marc Vergne, directeur de recherche à l'INSERM de Toulouse. Je précise que vous êtes expert auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, la députée Europe Écologie Les Verts, Laurence Abeille, auteur de la future loi très probablement, sur la protection face aux ondes électromagnétiques, qui devrait être votée à la fin du mois de janvier. À côté d'elle, Étienne Sandrier, de l'association Robin des Toits, j'ai bien dit des Toits, qui milite contre l'installation, en tout cas pour la prudence dans l'installation des relais de téléphonie mobile. Et puis Erwan Seznec de Que Choisir, qui signait en décembre dernier une enquête décapante sur le sujet. Marc Kahn d'abord, je disais tout à l'heure, ça interpelle, mais ça intrigue aussi, pour être très honnête. Quand au début de votre film, on a le sentiment d'être parachuté au milieu d'adeptes d'une secte un peu étrange, qui se réunit au milieu des forêts, qui dit ne plus supporter le téléphone. Bon. C'est un parti pris de votre part ? Non, c'est un peu le parcours que j'ai moi-même vécu. C'est-à-dire que c'est un sujet, moi je fais des films sur l'environnement, mais je ne connaissais absolument pas le sujet. Et je dois dire même, j'en avais entendu parler sans jamais que ça n'imprime en moi comme un sujet à traiter. Donc, oui, vous n'êtes pas dit, vous avez un téléphone portable ? J'avais un téléphone portable, j'avais du Wi-Fi. Oui, j'avais du Wi-Fi. Ouais. J'avais un DECT, c'est-à-dire le téléphone sur socle. Enfin voilà, j'utilisais ces technologies chez moi avec des enfants. Et j'avais même eu des parents de l'école de mon village qui s'étaient émus de la proximité très proche d'une antenne relais sur l'école où vont mes enfants. Et je n'avais pas pensé à l'époque les rejoindre. C'est parce que j'ai eu une amie avec laquelle j'ai travaillé. Donc je la connaissais pendant 4-5 ans. On avait fait des choses ensemble. Qui tout d'un coup, j'avais plus de nouvelles d'elle, et quand j'ai eu des nouvelles, c'était pour me faire dire qu'elle était électro-hypersensible, et son mari étant médecin, que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Alors je suis allé la voir d'ailleurs en premier lieu simplement par par empathie, une relation d'amitié, par amitié tout simplement. Puis elle a commencé à me parler de ses problèmes, et puis j'ai dit mais c'est quoi ces problèmes? Et puis là j'ai commencé à regarder sur internet, j'ai vu qu'elle n'était pas la seule. J'ai vu l'incompréhension qu'elle avait aussi dans sa famille, mais j'ai vu que cette incompréhension se retrouvait dans tous les témoignages que je voyais sur internet toujours. J'ai fait un appel moi-même à témoignages que j'ai lancé un peu comme ça, comme on lance. Pour voir ce qui allait advenir. Au bout d'une semaine, j'avais une trentaine de mails très précis, de témoignages très longs, très précis de personnes qui m'envoyaient leurs souffrances, que j'ai après appelé au téléphone. Et ça a duré 6 mois où j'ai vu, si vous voulez, à la fois ces témoignages-là. J'ai vu les enquêtes scientifiques qu'on voyait, celles qui pensaient, qui disent qu'il y a un problème de santé, et puis également toutes celles qui disent qu'il n'y a aucun souci. J'ai vu également. Officiellement, encore une fois, c'est pas une maladie. Ouais, j'ai vu sur les forums tous les arguments qui sont développés en disant mais non, c'est une vue de l'esprit. Donc j'en savais pas trop. Mais combien de temps d'enquête au bout du compte? 6 mois comme ça, et puis il y a eu ce rassemblement des électrosensibles dans la forêt dessous, qui commence le film d'ailleurs, la première séquence. Et là, je me suis dit, la seule façon finalement d'avoir le cœur net, c'est de vivre avec eux pendant une semaine. C'est ce que j'ai fait. Alors, je dois dire que j'avais le producteur du film qui était très réticent, en me disant, mais écoute, c'est peut-être une phobie. Enfin voilà, tout le monde me renvoyait ça. Hein. Et puis, je lui ai dit, écoute, viens voir avec moi et on va se faire une idée ensemble. Au bout d'une semaine, devant les récits, la cohérence de tout ce que nous vivions avec eux. C'est-à-dire, c'est pas seulement les récits, c'est tout d'un coup, c'est une foule de petits détails qui est parfaitement cohérent. Vous voulez dire que tout le monde raconte la même histoire, c'est ça? Sans avoir a priori d'opposition au téléphone portable, au Wi-Fi, au progrès. C'est pas une secte d'écolos. Non. C'était des gens qui venaient de la ville. Oui, il y a des écolos en ville. Oui, mais je veux dire, on avait un prof d'informatique, on avait des gens qui travaillaient dans la téléphonie mobile, on avait des anciens d'IBM, on avait des agriculteurs, on avait vraiment des profils très différents. Ça nous a marqué. Et puis, tous avec des récits de vie. J'arrête parce que cette image, elle est frappante. Quand vous croisez des gens comme ça en ville, ce sont généralement des électrosensibles, c'est-à-dire des gens qui se protègent des ondes. C'est un peu le signe. Mais vous voyez la femme là, qui est peut-être derrière nous, là, qui se tord de douleur, elle venait par exemple témoigner à Montpellier sur ce sujet-là, cette fille, donc elle venait apporter son témoignage.
C'est une fille qui est devenue électro-hypersensible. Elle était à la faculté de Toulouse et elle faisait des études. Et puis, il y a une antenne relais qui était bâtie en face de sa chambre. Et en un an, elle n'a pas pu suivre la deuxième année parce que la deuxième année, elle a eu tous les symptômes qui arrivaient sans jamais qu'elle remarque cette antenne. Et à un moment, elle a remarqué cette antenne. Et pourquoi je n'arrive plus à apprendre? Pourquoi j'ai mal à la tête? Pourquoi je suis fatiguée? Enfin, elle ne pouvait plus suivre ses études. Et là, elle venait pour témoigner. Il y avait du Wi-Fi dans cette faculté. Elle n'a pas pu rentrer. Moi, je l'ai suivie avec ma caméra parce qu'au départ, j'étais... Bon, voilà, quelqu'un qui... Quelles caméras sont équipées, il faut le savoir, notamment pour la prise de son, deux systèmes de Wi-Fi. Hein. Non, mais moi, je ne l'ai pas. J'imagine bien. Je ne l'avais pas. Parce que vous avez un peu basculé quand même. Non. Maintenant, vous avez un parti pris très clair. 2011, je n'avais pas... Enfin, une caméra émet des ondes d'une autre façon. Oui. Mais disons que j'ai suivi cette fille et je l'ai vue. Je l'ai vue rentrer dans cette salle, ne plus savoir où entrer, puis sortir et se tordre de douleur parce qu'elle était rentrée dans ce lieu où il y avait du Wi-Fi. Donc vous dites... Au moment où elle est sortie, il y avait une centaine d'étudiants qui sortaient avec leur portable, qui rallumaient tout. Vous dites, ils chiquent pas, c'est-à-dire ils racontent pas d'histoire. En règle... Enfin, oui, absolument. Ouais. Et deux, vous avez, la certitude que c'est lié aux ondes des téléphones portables, du Wi-Fi, des téléphones sans fil qu'on a à la maison, etc. Tout dans les récits. Et le film est construit comme ça. Oui, c'était très logique. Hein. C'est une démonstration. Ouais, tout dans le récit laisse penser, pour moi, la preuve scientifique, c'était eux d'abord. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas les croire avant de les avoir écoutés? C'est un peu... Eh ben, c'est ce qu'on a fait, effectivement. C'est ce qu'on va continuer à faire d'ailleurs, parce qu'on va les réécouter. Ça bourdonne. Ça bourdonne avec un appareil, vous l'avez peut-être vu dans le film tout à l'heure, à la main. C'est le visage de Bernard quand il traverse un village où tout d'un coup, il y a un émetteur. Et puis on l'entend aussi dans la bouche de Marine qui ne supporte même plus que la caméra, votre caméra, s'approche d'elle. Écoutez. C'est le château d'eau du village qui est plus haut là-haut. Et là, on se rend compte qu'un château d'eau qui a 2,5 km, 3 km, ici, il rayonne de trop pour que je puisse rester. Et les villages, tels que ce village-là, quand je le traverse, à la sortie, je me sens plus fatigué. Douleur intense comme une brûlure au laser, très précisément dans une partie du cerveau, la plupart du temps la partie frontale ou du côté où se trouve la source des émissions. La douleur serait de 8 sur 10 sur une échelle. Rupture de l'enchaînement normal des pensées, perte de la mémoire de fixation. Par exemple, si je gare ma voiture, je ne sais plus la retrouver. Brûlure qui démange, visible au niveau du décolleté, 4 sur 10. Confusion, impossibilité de me concentrer, difficulté à m'exprimer clairement, perte de certains mots. Jean-Pierre Marc-Vergne, vous avez été longtemps neurologue, vous êtes aujourd'hui directeur de recherche à l'INSERM, je le disais. Après avoir vu ce film, vous dites toujours il n'y a pas de lien avéré? C'est ça la position scientifique officielle? C'est la position scientifique officielle. C'est la position de l'ANSES, qui est l'agence auprès de laquelle vous êtes expert. Oui, actuellement pas tout à fait quand même. Enfin, là, je ne peux malheureusement pas m'exprimer clairement parce que nous préparons un rapport sur le sujet qui va sortir, je pense, à la fin du printemps ou si nous n'arrivons pas à tenir les délais, nous le sortirons début septembre. Donc nous sommes en train de voir très attentivement toute la littérature. Nous avons auditionné, nous sommes en cours d'audition des associations, de médecins qui reçoivent ces patients dans leur service. Et bien sûr, nous faisons la revue de la littérature. Donc nous avons une synthèse à faire entre tout cela. Donc vous êtes en train de bouger sur vos positions, c'est ça que vous êtes en train de me dire? La position officielle de l'ANSES, je la redis, en l'état actuel des connaissances, aucune preuve scientifique d'une relation de causalité entre l'exposition, accrochez-vous un peu, entre l'exposition aux radiofréquences et l'hypersensibilité électromagnétique n'a pu être apportée. Autrement dit, ils sont peut-être malades, mais pas de ça. Ça, c'était la conclusion du rapport de 2009 sur l'hypersensibilité électromagnétique. Depuis, il y a eu une soixantaine de publications. L'ANSES a actuellement une attitude d'ouverture sur cette question. Voilà. Comment expliquer aujourd'hui, pour ceux qui disent que ça n'est pas lié, comment explique-t-il, par exemple, les maux de tête, les symptômes que décrivait Marine? Alors, il y a actuellement plusieurs hypothèses. Et là, c'est au neurologue que je parle. Oui. Il y a actuellement plusieurs hypothèses qui ont été avancées. Même dans le film, à certains moments, on voit le professeur Lerus, le professeur Belpomme, etc., qui évoquent certaines hypothèses.
Pour l'instant, à notre connaissance, alors je dois dire que j'ai appris. J'ai appris dans ce film que M. Leruz avait fait un rapport sur les radars il y a déjà On va en parler tout à l'heure, quelques années, et que je ne connaissais pas. Je ne le connaissais pas, pourtant j'ai rencontré plusieurs fois le professeur Leruz. On n'avait jamais abordé cette question. Comment explique-t-on alors les maux de tête, par exemple Autrement dit, est-ce que ce sont des migraineux qui se sont trouvés une cause à leur migraine? Non, la migraine est maintenant reconnue comme une maladie. Ouais. Hein, et pourtant, elle ne présente, enfin chez les migraineux, il n'y a aucun symptôme objectif, ce qu'on appelle symptôme objectif, des anomalies à l'examen clinique, à l'examen biologique, en radiologie. Et pourtant, on a réussi à caractériser un tableau clinique. Pour l'instant, ce qui nous manque beaucoup actuellement pour avancer dans cette question, c'est, j'allais dire, un questionnaire qui puisse distinguer ces personnes, si c'est possible, par exemple, des personnes qui sont sensibles aux odeurs chimiques. On en a parlé dans le film. Pour les odeurs chimiques, nous avons actuellement... Les phtalates, les choses comme ça. Les gens qui se plaignent d'une sensibilité aux odeurs chimiques... Qui leur donnent des maux de tête terribles. Qui leur donnent des symptômes qui ressemblent. Il n'y a jamais eu une étude comparative. Comme vous êtes prudent quand même, hein, on avance doucement. Hein. Bon, la science veut cela, si vous voulez, il faut être prudent. Hein, la science avance pas à pas. Il faut être enthousiaste, patient et le plus rationnel possible. Oui, c'est ce que j'entends. C'est toujours très difficile à concilier. Le politique, lui, répond à quoi? À une précaution, parce que le principe de précaution est dans la Constitution. Absolument. Vous avez déposé une proposition de loi qui devrait être adoptée fin janvier, je le disais, qui va installer un certain nombre de restrictions, de contrôles. Bon. Vous estimez-vous qu'il y a un danger? Des ondes, des antennes relais, des portables? Alors, à titre personnel, moi j'en suis convaincue depuis de nombreuses années. C'est vrai, ayant vu ce type de documentaire, ayant rencontré des personnes souffrant d'électro-hypersensibilité, ça a été renforcé dans mon travail parlementaire, en parlant d'ailleurs avec les parlementaires de ce sujet-là, parce qu'eux-mêmes, en fait, sont sensibilisés à cette question-là par le biais d'amis, de connaissances, et donc j'ai même été moi-même surprise de voir que ce sujet qu'on voulait vraiment écarter, en fait, il touche beaucoup d'élus locaux dans leur vie quotidienne. Alors, moi, ma démarche, elle a été de dire, bon, on n'arrive pas actuellement à avoir ce qu'on appelle des certitudes sur le plan scientifique. C'est très compliqué, même si moi, je suis, voilà, comme je l'ai dit, je suis absolument convaincue qu'il y a une dangerosité. Et cette dangerosité s'accroît constamment, puisque constamment l'électrosmog, comme on l'appelle, ou la densité des ondes auxquelles on est exposé, avec tous les nouveaux objets, les antennes, les téléphones, les tablettes, enfin bref, tous ces objets qui nous entourent, qui sont émetteurs d'ondes électromagnétiques, en fait, accroissent la pollution de notre environnement. Oui, alors, pardon. Voilà. Et moi, je veux parler de santé environnementale, en fait, aussi à travers ce texte-là. Oui, mais vous parlez de santé environnementale, vous me dites pollution, et en même temps, vous me dites, moi, j'ai pas de preuve que c'est dangereux. Oui, mais c'est comme... Donc, ça n'est une pollution que si c'est dangereux. Oui, mais est-ce que le législateur Vous dites doit pollution, c'est un attendre... parti pris, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est un point de vue quand vous dites pollution. Non, c'est moi, pas je ça. dis progrès. Non, je pense pas de l'autre côté. Non, on sait très bien que les ondes électromagnétiques ont un impact sur l'environnement. Ça, c'est absolument incontestable. Bon. Oui, bon. Oui, bien sûr. Juste un mot, je crois qu'il faut distinguer ce qui peut être un effet purement biologique, c'est-à-dire entièrement réversible et sans séquelles, d'un effet sanitaire, c'est-à-dire le déclenchement d'une pathologie. Il y a par exemple d'une tumeur. Par exemple, une tumeur. Mais il y a eu mais il peut y avoir, sans tomber dans la gravité de la tumeur, il peut y avoir d'autres pathologies moins graves, mais néanmoins sérieuses et à prendre en compte, à condition qu'on ait, j'allais dire, des bases sur lesquelles s'appuyer pour le diagnostic et pour le traitement. J'ai un perplexe là-bas au fond, c'est Erwan Seznay. Oui, j'aurais voulu... Qui vous regarde. Oui, je vais vous redonner la parole, ne vous inquiétez pas, puis on rentrera dans le détail de votre loi parce que c'est important. Non, mais c'est bien, c'est le principe du débat. Un exemple de pathologie créée par le rayonnement électromagnétique, c'est un coup de soleil. Le soleil, ce sont des ondes électromagnétiques. Aux États-Unis, il y a un concours qui existe depuis de nombreuses années, qui s'appelle le $1 million Paranormal Contest. La première personne qui arrivera à détecter des ondes de téléphone portable ou de Wi-Fi, sans les voir, à l'aveugle, gagnera $1 million. Ça fait 10 ans que le concours existe. Personne ne s'est présenté. Il y a 4 milliards de lignes de téléphone portable en service en France. Il y a 66 millions, 44 milliards dans le monde, 66 millions en France. On a quelques centaines de personnes qui se disent électrosensibles. Le noyau vraiment très souffrant. Les 2000, mais on ne va pas avoir de bataille de chiffres. Le noyau vraiment très souffrant, c'est quelques dizaines de personnes. J'en ai rencontré un certain nombre.
certaines, manifestement, psychosomatisent excessivement. J'en ai rencontré une qui, par exemple, se sentait très très mal parce qu'elle avait dû utiliser un GPS de voiture qui n'émet rien, qui capte un signal venu du ciel. Voilà où on en est aujourd'hui. À Que Choisir, on n'a pas changé de position depuis 2008. La dangerosité n'est pas avérée. On est d'accord, à Que Choisir, vous défendez les consommateurs. Oui, et donc nous, s'il y a, le danger qu'on voit s'il y a un émerger. risque, s'il y a un danger, vous devez de le dire. Exactement, mais le danger n'est plus là où on l'attendait. C'est ça qui a changé depuis 2008. C'est qu'aujourd'hui, l'application du principe de précaution, que nous approuvons en Oui, général, que vous défendez même généralement. est devenue délétère, parce qu'elle inquiète excessivement un certain nombre de personnes qui ont des maux de tête, qui ont des migraines, qui ont des douleurs articulaires, qui ne trouvent pas de réponse auprès de la médecine officielle. Et leur dire que c'est les ondes revient à les détourner, jusqu'à mettre leur vie en danger de cette médecine officielle. Dans le cadre de mon enquête, j'ai rencontré une dame qui a une cinquantaine d'années, qui mesure 1,60 m, qui pèse 29 kg, et qui s'apprête à passer l'hiver dans une caravane, sans chauffage électrique, parce qu'une association l'a persuadée que le courant qui passe dans les fils, que nous avons tous chez nous, génère des champs électriques dangereux pour sa santé. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc nous, on dit maintenant, il faut faire attention au principe de précaution parce qu'il peut être dangereux. Il faut faire avec Moi, je suis précaution extrêmement le choquée par principe ce de que j'entends. précaution. Oui. Non, je suis extrêmement choquée par ce que j'entends et je dois dire qu'une association de consommateurs finalement puisse revenir sur des dispositifs concernant la transparence, l'information, la concertation. On ne l'a pas fait à la légère. Me choque énormément. Vraiment, je comprends que ça me choque, vous mais on ne le l'a dis. pas fait à la légère. Et j'ai été extrêmement surprise parce que ce que demandent les consommateurs, c'est bien la transparence, l'information, Nous n'avons pas des eu moyens de un concertation. courrier sur l'électrosensibilité Et donc, en 10 ans. Nous avons reçu des dizaines de milliers de courriers, Écoutez, pas un seul. Oui, Nous avons 120 000 sachez adhérents, que beaucoup d'élus 800 000 locaux lecteurs. sont concernés parce que beaucoup de gens s'inquiètent. Un et aussi, EHS par circonscription, ça fait 777 EHS, en France. EHS, et c'est un électro-hypersensible. Mais moi, j'ai voulu légiférer dans un esprit de principe de précaution parce qu'on a dans notre histoire un certain nombre de drames sanitaires. Alors, je ne souhaite pas du tout, et je ne suis... Peut-être que nous n'avons pas de drames sanitaires en vue. En même temps, en quoi est-ce que protéger la population, instaurer un certain nombre de dispositifs d'information des personnes, de concertation pour l'implantation des antennes, d'information concernant ces objets connectés, en quoi est-ce que ça peut nuire Tout simplement parce que le potentiel de personnes qui peuvent se reconnaître dans les symptômes d'électrosensibilité est énorme. Ça correspond à des dizaines de milliers de patients qui n'ont pas de réponse. Non, mais enfin, l'OMS a classé comme potentiellement cancérigènes les ondes électromagnétiques. Cancérogènes, bon, on est d'accord. Possible. Oui, cancérogènes possible. Cette catégorie correspond à toutes les substances dont on a cherché à évaluer la cancérogénité sans succès. Donc, à partir c'est un vaste fourre-tout. Pas du tout d'accord Alors, avec vous. Il y a d'autres catégories. Il y a la catégorie 3 et la catégorie 4. Il y a La une catégorie substance 3, classée c'est non certainement pas cancérogène par cancérigène pour l'OMS. l'homme. Et 4, c'est on ne peut pas les classer comme Il y a cancérigènes. une substance classée non cancérogène et elle est toxique par ailleurs. Non, vous n'avez pas regardé, elle est vous avez toxique. pas regardé les tableaux Bien sûr que de j'ai regardé. l'OMS. Monsieur Sandry, ça fait 3 mois que vous m'écrivez, j'ai répondu à cette question plusieurs fois. C'est pas moi qui vous écris, Mais c'est là, en vous qui l'occurrence, m'écrivez. c'est un petit peu pardonnez-moi, différent. vous êtes écrit entre vous, peut-être, mais ici, on est sur un plateau de télévision, donc allez-y, expliquez-moi votre point de vue, pour le coup. Oui, Vous considérez-vous que tout cela est faux ? On a été frappé, il y a un article qui est sorti récemment par la concordance entre le discours des industriels et celui qu'a adopté Que Choisir récemment. Et on a vu que c'est exactement les mêmes arguments qui sont pris, la même façon de sortir certains éléments du groupe 2B, par exemple les produits marinés à la différence des cornichons. Je ne sais pas si vous avez regardé la catégorie des 2B, mais il y a énormément de choses. Il y a le chlordécone, le Juste DDT. aller au bout de votre accusation. Oui, Vous aller au dites bout que de Choisir, votre accusation c'est est aligné intéressante. sur l'industrie, c'est ça ? Ils ont exactement les mêmes. Fait le travail d'un lobby, de c'est manière ça surprenante, ils ont exactement les mêmes arguments. La même Je façon précise d'essayer qu'il n'y a de pas de chercher la publicité dans Que Choisir. Contrairement à ce que nous En écrit même plein temps, de je suis allé adhérents. sur votre site aujourd'hui, la première chose qu'on trouve, c'est comment choisir son portable, choisir sa tablette. Donc, c'est troublant, on va dire. Est-ce que vous avez remarqué que nous venons faire condamner Free et que nous les avons attaqués sans vous attendre depuis de nombreuses années? Je me souviens très bien que Que Choisir a fait condamner les 3 opérateurs Vous historiques. pensez sérieusement que Choisir pourrait s'aligner sur la position des opérateurs par intérêt mercantile? Ce que je ne comprends pas, c'est votre article. Vous affirmez Je vais des vous choses poser dans une votre question. Vous article. pensez qu'on s'aligne sur les opérateurs? Il faut aller au bout de votre accusation, on vient de vous le dire. Je vous ai dit, je trouve ça troublant. Je prends les mêmes termes Qu'est-ce que que vous vous avez appelez employés vous. troublant? Mais c'est-à-dire que vous employez exactement les mêmes arguments, vous n'avez pas tellement Et réinventé. peut-être parce que les arguments sont vrais. Pourquoi est-ce que les opérateurs mentiraient?
Parce qu'on les connaît depuis longtemps et qu'on a vu la façon dont ils traitent ce problème sanitaire. Je participe régulièrement à des réunions avec les opérateurs, je vois sur quel sujet ils ont du mal à répondre, par exemple sur la couverture d'assurance, puisqu'il y a toujours un moyen de savoir dans ces histoires environnementales qui dit la vérité, parce que effectivement les gens débarquent dans ce type de sujet. Et là on débarque un peu, voilà, il y a un côté technique, même un peu etc. surpris de cette voilà. Et donc, brutalité relationnelle. Au niveau le moyen de savoir, en fait, c'est la position assurantielle. Dans l'histoire de l'amiante, à partir de 1919, les compagnies d'assurance britanniques et américaines ont cessé de couvrir le risque sanitaire parce qu'elles estimaient que c'était trop dangereux. Depuis 2000, les principales compagnies d'assurance mondiale refusent de couvrir le risque sanitaire associé au danger de la technologie sans fil. C'est entièrement faux. Et même la Lloyds a sorti en octobre 2010 un rapport dans lequel elle établit un parallèle entre le traitement du dossier de l'amiante et celui de la téléphonie mobile. Vous répondez, les puis on va passer au assureurs dossier suivant. incluent les dommages potentiels des ondes électromagnétiques dans les contrats de responsabilité civile que les opérateurs peuvent souscrire pour leur antenne relais. C'est un argument qui revient de forum en forum, mais qui est faux. Sauf que nous avons vous demandé pouvez aux peut-être opérateurs nous reconnaître de une certaine compétence en matière d'assurance à que choisir quand même. Mais écoutez, on leur a posé la question. On a vu les retours des Mais assurances. nous aussi, je leur ai posé la question. Nous avons des documents d'assurance. Je suis frappé parce que dangereux. dans votre discussion, et je vais vous arrêter là parce que sinon on va y passer l'émission. J'en ai peur. Au bout du compte, il y a des téléspectateurs qui se disent « Ok, mais je dois croire quoi ?» Alors par exemple, il y a un élément dans le film, c'est ce chercheur, on l'évoquait tout à l'heure, chercheur indépendant qui affirme que les portables ont repris les fréquences abandonnées par l'armée après que les radars aient été jugés dangereux. Le radar ainsi que les téléphones portables ont quelque chose en commun. Les fréquences qui étaient utilisées à l'époque par les radars ont été abandonnées par les militaires parce qu'ils les trouvaient trop dangereuses pour les gens qui les manipulaient, c'est-à-dire pour les radaristes. Il y avait deux sortes d'effets. Le premier effet était l'effet thermique et bien évidemment il y avait les autres effets qui sont les effets athermiques que les militaires appelaient à l'époque effets spécifiques, c'est-à-dire des troubles. Les gens ressentent des picotements au niveau des mains, ont des sensations de brûlure, ont des sensations de circulation inversée, c'est-à-dire que les membres deviennent froids. Et puis après, ils ont des troubles de l'agressivité, ils ont des troubles du sommeil, ils ont des troubles de mémoire. Et puis lorsqu'on va voir un peu plus loin, lorsqu'on fait une analyse de sang, on s'aperçoit que les hormones réparties dans le plasma du sang sont réparties de façon anormale. Et quand on regarde les globules blancs qui nous défendent contre les microbes, qu'on appelle les leucocytes tueurs, eh bien il n'y en a presque plus, donc on ne peut plus se défendre. Ça vous a troublé, ça, Jean-Pierre Marc-Vin? D'abord, est-ce que c'est vrai que les fréquences des téléphones portables ont repris les anciennes fréquences des radars? Je le découvre, je l'ai découvert dans le film. Je n'ai pas eu le temps, puisque je n'ai vu le film qu'hier. Ouais. Donc je n'ai... Mais je vais le vérifier. Je vais le vérifier. Bon, ce qu'on utilise actuellement dans les radars sont des fréquences nettement plus élevées, autour de 4 GHz, 4,5 GHz, alors que même la 4G actuellement ne monte pas aussi haut, si vous voulez. Donc, ce sur quoi on dispose le plus d'éléments, c'est sur la deuxième génération, qui a été la plus répandue, qui est à 900 MHz, donc qui est nettement plus basse. Alors, est-ce qu'il y a eu des radars? Plus c'est bas, plus c'est fort? Quel est le... C'est une question de fréquence. Ouais. La fréquence, justement pour les radiofréquences en général, ont une pénétration dans le corps qui dépend de la longueur d'onde ou de l'inverse de la fréquence. Et donc, j'allais dire, le 900 MHz pénètre plus profondément que le 1800 ou le 2000. Voilà. Dans le rapport de 2009, on avait fait un tout petit chapitre sur les radars, mais on n'avait pas connaissance de ce travail de l'Eurus. Donc, je crois qu'il faut qu'on le lise, qu'on voit attentivement, qu'on voit avec les radaristes comment les choses ont évolué. Mais il n'est pas impossible qu'effectivement des choses aient été décrites. J'entends que vous n'êtes toujours pas convaincu de la dangerosité du téléphone portable. Alors, et de ces ondes. Là, c'est un autre problème. J'allais dire, le problème de l'hypersensibilité électromagnétique est une chose, et puis les problèmes pathologiques en sont une autre. Jusqu'à présent, le grand débat, et il est loin d'être résolu, porte sur le risque de tumeur cérébrale. Donc il y a tout un ensemble de pathologies sur lesquelles donc, il y a des travaux, notamment d'une équipe suédoise, et récemment d'une étude française qui soulève les problèmes d'un risque chez les gros utilisateurs au-delà de 10 ans. Et en
dans le sens inverse. Il y a une grande étude internationale qu'on appelle Interphone qui a eu des résultats mitigés et qui a été très difficile à publier. Dieu sait si on a sollicité les gens pour qu'ils publient, hein, mais ils n'étaient pas d'accord entre eux. Mais je vois bien, Oui, et je le vois sur ce plateau ce soir, et c'est tout à fait frappant. C'est-à-dire on pose une question et en vérité, la réponse est « c'est compliqué ». C'est compliqué. Voilà ce que j'entends, c'est compliqué. Et quand on entend des scientifiques, c'est compliqué, on ne sait pas répondre clairement, vous, le politique, vous répondez, bah, on va faire une loi au cas où. On ça agit. Alors, votre loi prévoit quoi, par exemple ? Alors, la loi s'appelle sobriété, information, concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. Donc, en fait, c'est un peu un résumé, finalement, de l'objectif de la loi. Sachant que voilà, la loi, c'est d'abord la sobriété dans l'exposition aux ondes électromagnétiques. Ça fait partie maintenant, enfin ça fera partie, ça a été voté déjà 2 fois à l'Assemblée et au Sénat et ça revient donc à l'Assemblée nationale. Et donc ça fera partie des objectifs du Code des postes et télécommunications d'appliquer cette sobriété à l'exposition. Ça veut dire quoi, c'est une façon de parler de principe de précaution. Simplement, comme on ne peut pas parler de principe de précaution pour des tas de raisons, pour moi, un peu compliquées, je n'arrive pas bien. Et ça voudrait dire qu'on est un peu ça veut dire on alcoolique modère. des ondes. Sobriété, c'est on modère. Ça veut dire sobriété, on fait aussi bas que possible. Et c'est l'idée, Ça veut en dire fait, que vous imposez, d'instaurer par exemple, des émissions... le plus bas possible. Des expositions. Voilà, oui, il faudrait exposer le moins possible, tout en ayant une couverture, c'est-à-dire une possibilité d'utiliser le téléphone portable. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être exposé le moins possible, tout en ayant, donc je dis, cette couverture de service. Mais l'autre point fondamental, c'était, en lien beaucoup aussi avec les territoires, les élus locaux, c'est de dire comment on fait pour que l'implantation des relais de téléphonie mobile se fasse dans l'information des riverains, des personnes, y compris des élus, que quand il y a une modification sur une antenne, de la même façon, on soit informé, et que s'il y a un problème, il puisse y avoir une concertation, laquelle concertation peut aller jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire l'Agence nationale des fréquences, qui organisera un conseil de suivi et de dialogue qui peut être une instance de médiation nationale. Erwan Seznec, parce qu'aujourd'hui, quand un opérateur installe une antenne relais, il a besoin d'une autorisation, j'imagine, non ? Mais on ne lui demande pas de savoir à quel... Non. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun... pardonnez-moi, mais enfin, c'est... L'usage est de consulter le maire. Le contentieux est en train de disparaître. Il y a très très peu de recours aujourd'hui contre les installations d'antennes. Et en général, les opérateurs gagnent 99,9%. Il faut juste d'un mot préciser. Si on fait du droit, c'est parce qu'on a coupé la possibilité aux citoyens de solliciter le juge judiciaire en matière d'implantation d'antennes relais. Donc c'est systématiquement chez le juge administratif qui est naturellement plus favorable aux opérateurs en général et aux institutions globalement. Pourquoi est-ce que la justice administrative serait favorable aux opérateurs? Grand Dieu! Mais c'est comme ça. Il se trouve qu'on avait Après gagné... que choisir, la justice est vendue maintenant. Mais non, pas du tout. C'est pas que ça. C'est pas que choisir. Vous sautez un peu vite aux conclusions quand même. Oui. Vous nous expliquez quand même que le juge administratif, globalement, il va trancher en faveur des opérateurs. Il n'était pas du tout sur le même genre. Il n'est pas du tout sur le même genre de problématique. Il n'est pas sur le problème sanitaire, le juge administratif. Alors que le juge judiciaire, lui, l'était. Et qu'on a pu obtenir le démontage de certaines antennes relais, ce qui a d'ailleurs provoqué le Grenelle des ondes, et ensuite toutes sortes de politiques publiques qui allaient dans le sens de réduire l'exposition du public, grâce au fait qu'il y avait des juges judiciaires qui avaient dit il faut appliquer le principe de précaution, l'antenne ici pose un problème, il y a un débat scientifique, si le débat venait à se réaliser, nous nous trouverions en face d'un scandale sanitaire, donc il faut démonter cette antenne. Et on a utilisé... Il y a un complot, si je vous écoute. Pas du tout. C'est la justice qui l'a dit. On a eu des jugements qui allaient dans ce sens-là. Et puis tout d'un coup, le tribunal de cassation s'est dessaisi au profit du tribunal des conflits, qui est une espèce de panaché. Entre la Cour de cassation d'une part et le Conseil d'État, et tout d'un coup, hop, on n'a plus le droit d'aller du côté du juge judiciaire, ce qu'on déplore. On a le droit de mettre une antenne sur une école ? Oui. Oui, on a le droit. Votre loi va changer aujourd'hui, ma loi peut le changer, mais l'objectif, en fait, c'est pas forcément de dire on peut pas mettre une antenne tel ou tel endroit, c'est de placer une antenne là où elle va, je dirais, causer le moins de dégâts, si tant est qu'effectivement on pense qu'il y a un danger dans l'exposition aux ondes. C'est vraiment l'idée. Et là, d'arriver aussi, on fera un calcul de ce qu'on appelle la moyenne nationale sur les émissions. Ce calcul sera renouvelé et par des calculs un peu compliqués, je ne vais pas détailler ici,
on pourra déterminer finalement quels sont les seuils maximums acceptables. Et donc c'est vraiment cette ambition-là, elle est largement partagée aujourd'hui par un certain nombre de parlementaires chez les citoyens. Parce que cette inquiétude dont vous dites elle correspond à rien, d'abord je pense qu'elle correspond effectivement, et l'ANSES, moi je remercie l'ANSES de son intervention aujourd'hui. Je parle à mon vous avez entendu que l'ANSES était sur la pointe des pieds et qu'on verrait en septembre prochain. C'est normal, ils ont effectivement sur la pointe des pieds. Moi j'ai eu de longues discussions avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, et qui est vraiment l'organe en France qui rassemble toutes les études et qui fait le point et qui joue ce rôle très essentiel. Et quand l'ANSES, certes, dit bon, il n'y a pas de risque avéré, mais après, quand on lit la suite du texte, l'ANSES recommande un certain nombre de précautions d'usage. Et donc, c'est quand même aussi en lisant... C'est tout le paradoxe de ce dossier. C'est en lisant... Personne ne nous dit officiellement c'est dangereux, et en même temps, on va prendre des précautions. Voilà, donc moi, ma démarche est partagée. C'est un peu schizophrène et ça devient dangereux. Mais non, c'est pourquoi est-ce que ce serait dangereux de protéger la population? Bon, danger, je n'arrive pas à comprendre. Tout simplement parce que... Et pourquoi est-ce que ce serait dangereux d'organiser la concertation? Tout simplement parce qu'une partie de la population va surinterpréter les messages d'alerte. Mais je ne vois pas pourquoi, les gens ne sont pas idiots, au contraire. C'est ce qu'elle est en train de faire. Comment voulez-vous que les gens comprennent exactement? Jean-Pierre Marvert, allez-y. Sur la base des résultats contradictoires qui existent actuellement, il y a plusieurs chercheurs des pays scandinaves et de Grande-Bretagne qui ont conçu, il y a 5 ou 6 ans, enfin à peu près, une grande étude épidémiologique qu'on appelle prospective, puisqu'on regarde à partir d'une population sélectionnée ce qui va se passer. C'est l'étude Cosmos qui a débuté actuellement, mais pour pouvoir répondre clairement, d'ailleurs aussi bien en ce qui concerne les risques de tumeurs cérébrales que celles des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, il a été calculé qu'il fallait 200 à 250 000 personnes suivies pendant au moins 20 ans. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas attendre ces choses-là. Cette étude est en cours. La France est en train de s'y joindre actuellement. Financement de l'ANSES. Je voudrais préciser, pour qu'on comprenne bien là, que vous ne venez pas de lier les ondes électromagnétiques ni à Parkinson ni à Alzheimer. Vous dites simplement qu'il faut 20 ans pour mener une enquête sérieuse sur ce sujet-là. Que les ondes avaient un effet bénéfique possible dans la prévention de l'Alzheimer, ce que les chercheurs prennent avec énormément de précautions, parce qu'elle est bien possible. Mais pour le moment, il faut bien comprendre la situation des scientifiques, et je pense que mon voisin ne me démentira pas. On est dans l'incertitude. Quand on est dans l'incertitude, on ne sait pas. Les effets pourraient aussi avoir des effets positifs. Écoutez, dernier élément que j'ouvre sur ce dossier, puis je vais vous donner la parole tout de suite, ne vous inquiétez pas. C'est la parole très forte dans le documentaire tout à l'heure de cet homme qui, depuis son refuge des Vosges, la zone blanche des Vosges qu'il a trouvée, où il n'y aurait pas d'ondes, nous lance cet avertissement. L'errance, elle est imposée aujourd'hui à des personnes qui sont absolument pas préparées à le vivre. À monsieur tout le monde, qui est ouvrier, ingénieur, pharmacien, un peu tout le monde. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez sur la route avec plus rien, pas un seul petit endroit où vous pouvez vous poser. Et vous êtes en perpétuelle quête d'un endroit où vous êtes bien et vous ne le trouvez pas. Et cette errance que nous tous, là, on vit depuis quelques mois, quelques années, c'est ce qui, pour nous, pend au nez à peu près de tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes tous des EHS en devenir, dans la mesure où, pour nous, on cherche des endroits où vivre, il n'y en a plus, et s'il n'y en a plus pour nous, il n'y en aura bientôt plus pour vous. Et il faudra que tout le monde se batte pour avoir un environnement propre autour de lui. On ne peut pas, à quelques dizaines de personnes EHS, faire basculer les politiques vers le raisonnable. Est-ce que vous imaginez sérieusement, Étienne Sandrié, que les électro-hypersensibles, et on ne met pas en doute leur souffrance dans cette affaire, est-ce que vous imaginez qu'on soit tous comme eux demain ? C'est impossible à dire. Ça, c'est impossible à dire. En revanche, qu'il y a de plus en plus de gens... Franchement, c'est très inquiétant quand on entend ça. Oui, parce que sur eux, ils le vivent. Il se trouve que, voilà, du fait de mon rôle associatif, je vis au quotidien avec des électro-hypersensibles. D'ailleurs, au début, j'ai eu la même histoire, un peu comme Marcane. Je faisais des débats, j'étais sur la danse générale des ondes électromagnétiques artificielles. Et régulièrement, je me faisais alpaguer, on peut dire, à la sortie des débats, par des électro-hypersensibles. Ils disaient, mais tu fais rien pour nous, Étienne, tu fais rien pour nous. Et il m'a fallu un certain temps que certains électro-hypersensibles viennent travailler au sein de l'association pour que je comprenne la problématique.
problématique. Mais vous et c'est- comprenez et ma c'est nous qui question. avons- Est-ce qu'ils sont les précurseurs Alors, d'un mal qui va nous frapper tous, ce- ou est-ce ce que qui c'est nous une inquiète- catégorie de gens qui, on ne sait pas Ce pourquoi. qui nous inquiète, c'est qu'il y a des enfants qui deviennent électro-hypersensibles et que par ailleurs, il y a une exposition maintenant pour les enfants qui sont conçus maintenant prénatale. Ce que ça va donner plus tard, c'est-à-dire que les enfants, quand moi j'ai été conçu, il n'y avait pas ces ondes électromagnétiques artificielles, il n'y avait pas ces technologies. Mais pour les enfants qui sont conçus maintenant, ils sont conçus dans cet environnement. L'effet que ça aura plus tard, l'impact que ça aura au niveau des électro-hypersensibles, ça, on ne le connaît pas. Ce que nous cherchons à obtenir, c'est une réglementation qui permette d'avoir une exposition minimale pour éviter... Au cas où. Pas simplement au cas où, pour Pas éviter simplement. des pathologies. Parce que pour nous, le débat scientifique, en fait, on est sur une position où pour nous, les choses sont claires. On sait déjà que c'est dangereux de toutes sortes de manières. Il y a encore des mécanismes sur lesquels il faut travailler. Vous dites Et on sait, et d'autres depuis disent on ne longtemps. sait pas. Hein, donc on va Oui, faire mais attention. il y a ce des soir avec ça. rapports anciens. Je suis tombé récemment Oui. sur un rapport de la NASA qui date de 1980. Et puis d'autres qui disent l'inverse. Et qui parlait déjà d'électro-hypersensibilité. Donc la NASA, c'est Oui, pas des oui. petí D'accord. c'est pas des Non, je petits. parle de scientifiques la qui bricolent dans un coin dangerosité, sur une pas de glace. l'électro-hypersensibilité. Erwan Seznec, vous reconnaissez qu'il peut y avoir des seuils raisonnables en matière d'émissions? Une petite parenthèse, parce qu'il faut quand même qu'on rigole un peu dans ce débat. Il y a une association qui s'appelle le CRIREM, elle a un conseil scientifique. Dans son conseil scientifique, il y a quelqu'un qui a d'ailleurs représenté le CRIREM devant l'ANSES et qui croit que les anticyclones sont contrôlés par les radars météo des Américains qui ont provoqué des pluies diluviennes dans les pays qui s'opposaient à leur politique en Irak. Il croit également que le virus de HIV et de Ebola ont été créés par les services secrets occidentaux pour contrôler la natalité en Afrique. Il faut vraiment faire un effort pour ne pas avoir envie de rire. Donc, en gros, vous les traitez de dingue. Lui, en l'occurrence, j'ai écrit que son registre n'était pas celui d'un scientifique ordinaire. Et il est pourtant au conseil scientifique du Il y a CRIREM. des gens sérieux parmi eux pour vous? Je l'espère, je le souhaite, je le crois. En face de vous, vous avez des gens sérieux ou pas, d'après vous? Autour de vous d'ailleurs, parce que Écoutez, même le très neurologue... sincèrement, je crois qu'il y a des gens très sérieux qui s'occupent de l'électrosensibilité. Je crois aussi qu'il y a des gens qui souffrent énormément et que la souffrance parfois peut faire perdre la lucidité. Je vous repose la question, est-ce qu'il y a des seuils raisonnables pour vous d'exposition aux ondes électromagnétiques? Alors, en l'occurrence, il est raisonnable, par exemple, de limiter... Ce serait quand même très présomptueux pour nous d'édicter des seuils, mais ceux qui sont en vigueur actuellement nous semblent tout à fait satisfaisants. Alors, le problème des seuils, là, c'est un problème un petit peu compliqué. Il faut simplifier alors. Eh bien, on va essayer de simplifier. Allez-y. On va essayer de simplier. Moi, j'aurais une anecdote amusante d'ailleurs, allez-y. dans le cadre. Si vous voulez, les seuils de l'INSIRP, qui est l'instance internationale qui définit ces seuils, a surtout eu pour but d'éviter les effets thermiques des radiofréquences. Au-delà d'une certaine énergie, les radiofréquences provoquent de la chaleur, et la chaleur est mauvaise pour le corps, dont on va entraîner... Ça, on le sait. Voilà. Mais le problème qui est en discussion actuellement, on est au-dessous de ces seuils. On est au-dessous de ces seuils de l'INSIRP. Et donc, c'est de se dire, il y a peut-être des effets non thermiques. Et cela, c'est très difficile à caractériser. Il faut trouver, et actuellement on a des projets de recherche là-dessus, il faut trouver des paramètres qui aient comment dirais-je, une relation possible avec à la fois la biologie et la pathologie. Donc, et pour l'instant, on est dans la recherche de ces deux. C'est ce que j'ai compris. Ces histoires de seuil, il y a quand même quelque chose d'un peu amusant tout de même, et qui est de la simple logique. Il n'y a pas besoin d'être calé en sciences pour comprendre. On a des seuils qui commencent, je ne vais pas faire trop de technique, à 41 volts par mètre, qui nous protègent en clair contre la cuisson, ce qu'on appelait les effets thermiques. Il y a un effet thermique dû au micro-ondes, on est protégé contre la cuisson. Pour autant, l'Agence nationale des fréquences, qui est un peu le gendarme de l'utilisation de ces fréquences, considère qu'à 6 volts par mètre, donc largement en dessous, on est dans une exposition atypique. Donc moi je pose une question de bon sens. Si 41 volts par mètre et plus l'infini nous protègent et sont vraiment protecteurs de la santé, pourquoi est-ce qu'à 6 volts par mètre, on serait dans une exposition atypique? Est-ce que vous connaissez un seul domaine de la législation française où il y a une façon atypique de respecter la légalité? On voit bien qu'il y a un souci, il y a un problème. C'est-à-dire que la plupart des enregistrements, actuellement, tournent autour de 1 volt par mètre. Et par endroit, il y a des même plus que 6, même il y a 10. C'est considéré comme un point chaud, donc un point atypique. Alors, on s'interroge sur ces choses-là. Qu'est-ce qu'il est fait? Donc, il y a des équipes, notamment en Suisse, qui ont modélisé toute la ville de Bâle pour voir comment se créer ces points, du fait des réflexions des ondes. Enfin, c'est un sujet, j'allais dire, qui est difficile, mais
Pour ce qui est de l'ANSES, là je peux parler parce que c'est sur la base des deux rapports qui ont été déjà écrits, 2009 et 2013, nous sommes pour le principe à l'ARA que défend Madame Abeille, c'est-à-dire aussi bas que possible. Aussi bas que possible. Aussi bas que possible. Voilà. Pour terminer en 1 minute, oui. Bon, allez, je veux garder mon portable, s'il vous plaît. Mais je vous en prie. Si c'est possible. Je voudrais garder mon Wi-Fi à la maison. Je voudrais garder mon téléphone sur la base, sans fil. Est-ce que vous me donnez des consignes à respecter de précaution? Bien sûr. Continuer à vivre comme je vis avec ma technologie. Oui. Avec la précaution nécessaire selon vous. Oui, non, mais moi, les précautions, en fait, par exemple, avec le téléphone portable, c'est de mettre des oreillettes. Voilà, c'est tout simple. Je n'écoute jamais avec mon téléphone. Jamais à la tête. Ça, c'est bon. La deuxième chose sur le téléphone à base, si on peut s'en passer, c'est aussi bien. Téléphone sans fil, le DECT. Voilà. Sinon, il faut éviter de dormir à côté. Pareil pour les comme ampoules, les ampoules à basse consommation, éviter de les mettre à côté d'une table de nuit. Le Wi-Fi, il faut pouvoir le désactiver ou l'activer simplement. Et donc, on peut le faire chez soi, et puis y compris parler avec ses voisins, éventuellement, pour quand on est dans un milieu urbain, on reçoit les Wi-Fi de 20 personnes autour, éventuellement de parler avec ses voisins pour dire on laisse. Donc, il y a des choses qu'on peut faire assez simples, mais la loi est nécessaire, j'insiste là-dessus, parce que même s'il y a des chartes dans un certain nombre de villes, et qui sont des chartes intéressantes et qui fonctionnent bien, il faut une égalité du territoire, et il faut que la loi puisse permettre que cette protection que peut apporter cette première pierre, j'ai bien, dans la protection des populations à l'exposition aux champs électromagnétiques soit partagée pour l'ensemble de la population française. Bon courage pour appliquer surtout ça. Protéger vos enfants. C'est les enfants qu'on doit protéger en tout premier lieu, ne pas leur offrir de portable. C'est failli passer dans la loi que les moins de 6 ans n'aient pas de portable et pas de tablette, pas de petits objets connectés pour les enfants. Je vous arrête là. Surtout. Bon courage pour faire appliquer ça à la maison, bien évidemment. Merci à tous les quatre. Vous n'avez pas convaincu au moins Erwan Sesdek. C'est très clair, son enquête est à lire dans Que choisir si vous le souhaitez. J'ajoute 2 livres. Celui de Marine Richard, que vous avez vu dans le documentaire, s'appelle Sous l'ondée. Elle est électro-hypersensible. Et celui de Jean-Yves Sandré, qui s'appelle Sproum. Roman avorté et récit de mon mal, c'est publié chez Actes Sud. Ça, c'est pour compléter votre documentation. Merci encore une fois. La semaine prochaine, avec Claire Barsac, on évoquera l'Empire Nestlé. On sera de retour en Afrique avec le rôle des multinationales là-bas. Je vous dis à très vite sur Public Sénat.